Imaginez un instant le silence. Pas n'importe quel silence. Celui, lourd et humide, d'une petite bourgade anglaise du Devon. Nous sommes en septembre 2021. Le ciel est bas, gris, typiquement britannique, comme s'il portait lui-même le deuil. Dans un cimetière modeste, loin du fracas des stades, loin des flashs aveuglants des paparazzis, une cérémonie se prépare dans la plus stricte intimité. On s'apprête à mettre en terre un homme de 80 ans. Un père aimant, un grand-père attentionné, un mari d'une fidélité absolue depuis plus de 50 ans. Mais cet homme n'est pas un anonyme. Il s'appelle Charlie Watts. Et pendant près de 6 décennies, il a été le cœur battant, le métronome imperturbable, l'âme secrète de la plus grande machine de guerre de l'histoire du rock and roll, les Rolling Stones. Alors, naturellement, on scrute l'assistance. On cherche les visages connus. On s'attend à voir débarquer le cortège royal du rock. On imagine les limousines aux vitres teintées fendant la brume. On s'attend à voir Mick Jagger, les yeux cachés derrière ses lunettes noires, écraser une larme. On s'attend à voir Keith Richards, le pirate indestructible, venir saluer son plus vieux complice, son lit musical comme il l'appelait. On s'attend à voir Ronnie Wood, le petit frère de la bande. Après tout, ces hommes ont vécu ensemble plus longtemps que la majorité des couples mariés sur cette planète. Ils ont traversé les révolutions culturelles, survécu aux overdoses, aux guerres d'ego, aux exils fiscaux et aux scandales planétaires. Ils ne sont pas juste des collègues. Ils sont frères de sang et de scène. Pourtant, regardez bien les premiers rangs. Il y a un vide. Un vide immense, béant, incompréhensible. Les sièges qui auraient dû être occupés par Mick, Keith et Ronnie sont vides. Ils ne sont pas là. Au moment précis où le cercueil de Charlie Watts descend dans la terre humide du Devon, ces 3 frères d'armes se trouvent à plus de 5000 km de là, de l'autre côté de l'océan Atlantique, enfermés dans une chambre d'hôtel ou un studio de répétition. Pour le monde extérieur, lorsque la nouvelle tombe, c'est la stupeur. C'est un choc qui dépasse l'entendement. Les tabloïds s'affolent, les réseaux sociaux s'enflamment d'indignation. Comment est-ce possible? Est-ce l'acte ultime de désinvolture de stars déconnectées de la réalité? Est-ce la preuve cynique que le business passe avant l'amitié, même devant la mort? Est-ce que 60 ans de complicité, de sueur et de gloire s'effacent aussi facilement devant un contrat de tournée? La réponse, vous allez le découvrir, est infiniment plus complexe, plus tragique, et paradoxalement, plus belle que tout ce que vous pouvez imaginer. L'absence des Rolling Stones à l'enterrement de Charlie Watts n'était pas un acte de négligence. C'était peut-être, quand on pénètre véritablement dans la psychologie de ce groupe et dans l'âme de cet homme secret, la plus grande, la plus douloureuse et la plus noble preuve d'amour qu'il pouvait lui donner. Mais pour comprendre ce geste, pour saisir la portée de ce sacrifice silencieux, il ne suffit pas de regarder les événements de 2021. Il faut plonger dans l'histoire méconnue de Charlie Watts. Il faut comprendre pourquoi l'homme le plus calme du rock pouvait, d'un seul regard, glacer le sang de Mick Jagger. Il faut comprendre ses démons cachés, sa double vie d'esthète, et cette promesse muette qu'il y ait le groupe au-delà de la mort. Ce que vous allez entendre n'est pas seulement l'histoire d'un enterrement manqué. C'est l'histoire de la loyauté, du devoir, et du prix exorbitant que l'on paie pour devenir une légende. Si vous avez déjà dû faire un choix impossible entre votre cœur et votre devoir, si vous savez ce que signifie la loyauté quand tout s'effondre, alors cette histoire va résonner en vous. Prenez un instant pour vous abonner, car nous allons explorer ensemble l'humanité cachée derrière les idoles. Tout commence quelques semaines avant ce jour funeste, au cœur de l'été 2021. Le monde sort à peine de la torpeur de la pandémie de Covid-19. La planète a vécu au ralenti, et l'industrie musicale est à genoux. Mais la machine Rolling Stones, cette entreprise colossale qui génère des centaines de millions de dollars et fait vivre des centaines de familles, est prête à redémarrer. La tournée No Filter, reportée, annulée, reprogrammée maintes fois, doit enfin reprendre aux États-Unis. Les enjeux sont titanesques. Mais en coulisses, loin des communiqués de presse triomphants, une inquiétude sourde et grandit. Charlie, le rock inébranlable, n'est pas en forme. À 80 ans, lui qui avait vaincu un cancer de la gorge en 2004 avec une discrétion absolue, lui qui avait survécu à l'héroïne dans les années 80, montre des signes de fatigue inhabituels. Lors d'un contrôle de routine, les médecins détectent un problème. La nature exacte du mal restera un secret bien gardé, fidèle à la pudeur légendaire des Watts, mais il s'agit probablement d'une complication cardiaque. Une intervention d'urgence est nécessaire. Le 4 août, le communiqué tombe comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Pour la première fois depuis janvier 1963. Pour la première fois en près de 60 ans de carrière ininterrompue. Charlie Watts ne sera pas sur scène. Essayez de mesurer l'ampleur du séisme pour les fans. Charlie n'a jamais manqué un concert. Jamais. Même avec des os cassés, même en pleine crise personnelle, même quand le groupe était au bord de l'implosion. Il était la constante, l'ancre qui empêchait le navire de dériver.
Mais son message, fidèle à son humour pince sans rire, so british, tente de rassurer tout le monde. Il écrit avec cette élégance qui le caractérisait, pour une fois, mon timing a été un peu décalé. Il annonce qu'il doit se reposer, récupérer, et qu'il a personnellement demandé à son grand ami Steve Jordan de le remplacer. Notez bien ce détail, temporairement. À ce moment précis, Mick, Case et Ronnie sont persuadés qu'ils vont faire quelques dates sans lui, un intérim étrange mais nécessaire, et que Charlie reviendra triomphalement, costume impeccable et baguette en main, pour la seconde partie de la tournée. Ils partent donc pour Boston. Ils s'enferment dans un studio de répétition. La machine est lancée, portée par l'espoir du retour. Mais le destin, lui, a écrit un autre scénario. Le 24 août 2021, dans un hôpital de Londres, entouré de sa femme Shirley, l'amour absolu de sa vie, et de sa fille Serafina, Charlie Watts s'éteint paisiblement. Le cœur des Rolling Stones cesse de battre. À Boston, la nouvelle arrive comme un uppercut en pleine face. Mick Jagger est dévasté. Keith Richards est anéanti. Ronnie Wood est en pleurs. Ils viennent de perdre leur boussole, leur frère, celui qui, sans dire un mot, validait ou invalidait chaque décision du groupe d'un simple haussement de sourcil. Et c'est là, dans les heures sombres qui suivent le décès, que le dilemme impossible se pose. Un dilemme cornélien, brutal, logistique et émotionnel. L'enterrement est prévu rapidement, dans le devant. C'est ce que voulait Charlie. Pas de fanfare. Pas d'hommage national. Juste la famille, la terre, et le silence. Mick, Case et Ronnie veulent y aller. C'est viscéral. C'est humain. Ils veulent dire adieu à l'homme avec qui ils ont partagé chaque minute de leur vie d'adulte. Mais nous sommes en 2021. Souvenez-vous de cette époque étrange. La vague Delta du Covid fait rage. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mis en place des protocoles sanitaires draconiens, des frontières quasi fermées, des quarantaines obligatoires. Imaginez la situation concrète, le groupe est installé dans une bulle sanitaire hermétique à Boston. Ils ont des centaines d'employés, de techniciens, d'ingénieurs du son, de roadies, de chauffeurs qui dépendent d'eux. Des millions de dollars sont engagés. Des contrats d'assurance stricts régissent chaque mouvement. S'ils prennent l'avion pour Londres, ils brisent la bulle. En arrivant en Angleterre, ils risquent la quarantaine. En revenant aux États-Unis, ils risquent d'être bloqués des semaines. Pire encore, s'ils attrapent le virus lors du voyage ou de la cérémonie, la tournée entière s'effondre. Les assurances ne couvrent pas ça. Des centaines de familles qui travaillent sur la tournée, qui sortent à peine de 2 années de chômage technique dû au Covid, perdraient leurs revenus. C'est un choix impossible. L'émotion contre la raison. Le cœur contre la responsabilité. L'individu contre le collectif. Et c'est là, précisément là, que l'esprit de Charlie Watts intervient. Ceux qui le connaissaient intimement savent exactement ce qu'il aurait dit s'il avait pu se lever de son cercueil. Il aurait regardé Mick droit dans les yeux, avec ce petit sourire en coin ironique, et il aurait dit de sa voix calme, « Ne soyez pas stupide. Le spectacle doit continuer. Ne faites pas tout foirer pour moi. Je ne veux pas de ce cirque. » Charlie détestait le gâchis. Il détestait le drame inutile. C'était un homme pragmatique, un ouvrier de la musique. Alors, la mort dans l'âme, les larmes aux yeux, les Rolling Stones ont pris la décision la plus difficile de leur carrière. Ils sont restés à Boston. Ils n'ont pas pris cet avion. Ils ont laissé leur ami partir seul, entouré des siens, pour ne pas mettre en péril l'œuvre commune qu'ils avaient bâtie ensemble pendant 60 ans. Pour le public non averti, c'était incompréhensible. Pour eux, c'était une torture. Avant de continuer et de vous révéler pourquoi Charlie Watts n'était pas celui que vous croyez, j'aimerais vous poser une question. Et vous? À leur place, auriez-vous tout risqué pour être là? Auriez-vous mis en péril l'avenir de centaines de personnes pour un dernier adieu? C'est une question terrible, je sais. Dites-le nous dans les commentaires, votre avis m'intéresse vraiment. Et si cette histoire de dilemme moral vous touche, laissez un j'aime sur cette vidéo. C'est un petit geste pour vous, mais pour nous, c'est le signe que ces histoires humaines résonnent en vous. Mais pour comprendre pourquoi Charlie aurait validé ce choix, il faut remonter le temps. Il faut gratter le vernis de la légende. Car Charlie Watts était une anomalie. Un paradoxe vivant. Une erreur de casting magnifique dans le monde du rock. Savez-vous, par exemple, que Charlie Watts détestait fondamentalement le rock'n'roll? Ce n'est pas une exagération journalistique. C'est la pure vérité. Remontons à ses origines. Charlie naît en 1941, sous les bombes de la Luftwaffe, dans un Londres dévasté par la guerre. Il grandit dans des préfabriqués à Wembley, des maisons provisoires pour ceux qui avaient tout perdu. C'est un enfant de la classe ouvrière, mais avec une âme d'aristocrate, un raffinement inné. Très tôt, il se découvre une passion. Mais ce n'est pas Elvis Presley qui le fait vibrer. Ce n'est pas Chuck Berry. C'est le jazz. Le vrai jazz. Le bebop. Charlie Parker. Miles Davis. Duke Ellington.
À 13 ans, le jeune Charlie est obsédé. Il s'achète un banjo, non pas pour en jouer, mais parce qu'il n'a pas les moyens d'acheter une batterie. Il n'aime pas les cordes. Alors, avec une ingéniosité de gamin passionné, il démonte le banjo, garde la caisse de résonance, la pose sur un pied de fortune et s'en sert comme d'un tambour. Il se fabrique une batterie de briques et de brocs. Il passe ses journées à écouter des disques de jazz en boucle, essayant de reproduire le jeu de ballet de Chico Hamilton. Il ne veut pas être une rockstar, il veut être le batteur discret d'un quartet de jazz dans un club enfumé de New York ou de Paris. Il fait même une école d'art. Il devient graphiste. Il est doué, méticuleux, élégant. Il porte des costumes bien coupés, il aime les belles lignes, la typographie soignée. Il trouve un emploi stable dans une agence de publicité. Sa vie est toute tracée, une vie respectable, loin des excès. Et puis, au début des années 60, il commence à traîner dans les clubs de blues de Londres, juste pour le plaisir de jouer, pour arrondir les fins de mois. C'est là, dans la fumée et l'odeur de bière tiède, qu'il croise une bande de gamins débraillés, malpolis, bruyants, arrogants. Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards. Ils cherchent un batteur. Ils voient Charlie jouer. Et ils savent. Ils savent instantanément que c'est lui. Il a ce swing, cette souplesse que les batteurs de rock bourrin n'ont pas. Mais Charlie? Il n'est pas intéressé. Pas du tout. Pendant des mois, il le harcèle. Rejoins-nous, Charlie. Il refuse poliment mais fermement. Pourquoi je quitterais mon boulot stable pour jouer votre musique de sauvage qui ne paie pas? Le rhythm and blues, c'est une mode, ça va passer. Il faudra des mois de persuasion, et la promesse d'un salaire modeste mais régulier, pour qu'il accepte finalement, en janvier 1963. Et savez-vous ce qu'il a dit à l'époque? Une phrase qui résonne aujourd'hui avec une ironie mordante, « D'accord, je vous rejoins pour quelques mois, le temps de trouver autre chose. » Quelques mois. Ça a duré 58 ans. Cette réticence initiale est la clé de tout. Charlie n'a jamais couru après la gloire. Il ne voulait pas être célèbre. Il voulait juste bien jouer. C'est ce détachement absolu qui lui a donné son pouvoir immense au sein du groupe. Pendant que Mick et Keith se battaient comme des chiffonniers pour le leadership, pour la lumière, pour l'argent, pour les femmes, Charlie était au fond de la scène, derrière ses fûts, imperturbable, le visage impassible. Il était la Suisse. Neutre. Solide. Incorruptible. Il avait cette frappe unique. Pas de fioritures. Pas de solo de batterie interminable et narcissique comme John Bonham de Led Zeppelin ou Keith Moon des Who. Non. Charlie, c'était l'économie du geste. Le less is more. Il laissait de l'espace dans la musique. Il laissait la musique respirer. Keith Richards a une phrase magnifique, presque amoureuse, à ce sujet, « Charlie est mon lit. Je peux m'allonger sur son rythme, je sais qu'il ne me laissera jamais tomber. Je n'ai même pas besoin de le regarder. » Mais attention, ne commettez pas l'erreur de confondre sa discrétion avec de la faiblesse. Sous ses airs de gentleman britannique poli, Charlie Watts avait un caractère d'acier trempé. Une colonne vertébrale en titane. Il y a une anecdote, célèbre, légendaire même, qui résume parfaitement l'homme. Si vous ne devez retenir qu'une seule histoire sur Charlie Watts pour comprendre pourquoi les autres le respectaient tant, c'est celle-ci. Nous sommes en 1984. Le groupe est à Amsterdam pour une réunion de crise. Les tensions sont à leur comble. Mick Jagger et Keith Richards se détestent cordialement à cette époque. Le groupe est au bord de l'explosion. Mick a pris la grosse tête. Il vient de signer un contrat solo, il se sent supérieur, intouchable. Il est 5 heures du matin. Mick Jagger rentre de soirée, ivre-mort, arrogant, bruyant. Il décide, dans sa brume alcoolisée, d'appeler Charlie dans sa chambre d'hôtel. Le téléphone sonne dans la chambre calme de Charlie. Il dort. Il décroche. Au bout du fil, Mick hurle, « Où est mon batteur? Amène ton cul ici. Je veux mon batteur. Où est mon batteur? » Quelle erreur. Quelle terrible erreur de jugement. Charlie ne dit rien. Il ne s'énerve pas. Il ne raccroche pas au nez. Il repose doucement le combiné. Que ferait n'importe qui d'autre? Se rendormir en jurant? Aller hurler sur Mick en pyjama? Non. Pas Charlie Watts. Charlie Watts se lève. Il va dans sa salle de bain. Il se rase de près, méticuleusement. Il s'asperge d'eau de Cologne. Il enfile une chemise blanche immaculée, une cravate en soie, un gilet, une veste de costume sur mesure de Savile Row, et ses chaussures cirées. Il s'habille comme pour un rendez-vous d'affaires royales. Impeccable. À 5 heures du matin. Il sort de sa chambre, descend le couloir de l'hôtel d'un pas mesuré, arrive devant la chambre de Mick. Il frappe. Mick ouvre, surpris de le voir si élégant, titubant un peu. Charlie ne dit pas un mot. Il avance, attrape Mick Jagger, la plus grande star du rock, par le col de sa veste en cuir, et lui décoche un direct du droit, sec, précis,
violent, en plein visage. Bam! Mick Jagger vole littéralement à travers la pièce et atterrit dans un plat de saumon fumé sur le chariot du room service. On raconte qu'il a manqué de peu de passer par la fenêtre ouverte donnant sur le canal gelé d'Amsterdam. Keith Richards, qui logeait à côté, accourt, voit Mick étalé dans le saumon, et Charlie debout, ajustant ses manchettes. Charlie regarde Mick au sol, et dit calmement, sans même être essoufflé, « Ne m'appelle plus jamais ton batteur. C'est toi qui es moins chanteur. » Puis il fait demi-tour, remonte dans sa chambre, enlève son costume, et se recouche. Voilà qui était Charlie Watts. Un homme d'une patience infinie, mais qu'il ne fallait surtout pas piétiner. Il savait sa valeur. Il savait que sans lui, les Rolling Stones n'étaient qu'un groupe de bars bruyants. Il était le gardien du temple, le seul capable de remettre les égos en place sans un mot. Si cette histoire vous fait sourire, si vous admirez cette classe ultime face à l'arrogance, je vous invite vraiment à nous laisser un pouce bleu. C'est une façon de saluer la mémoire de cet homme qui ne se laissait marcher sur les pieds par personne, pas même par Mick Jagger. Mais l'histoire de Charlie n'est pas qu'une suite d'anecdotes glorieuses et de triomphes. Il y a aussi une part d'ombre. Une part tragique, humaine, faillible, que peu de gens connaissent vraiment. On dit souvent que Charlie était le seul Stone sage. Le mari fidèle. Celui qui ne prenait pas de drogue. C'est vrai, jusqu'à ce que ce ne soit plus vrai. Dans les années 80, alors qu'il approche de la cinquantaine, Charlie traverse une crise majeure. Une crise de milieu de vie dévastatrice. Le groupe va mal, l'ambiance est toxique, il se sent piégé dans cette machine qu'il n'a jamais vraiment voulu rejoindre. Et Charlie, l'homme de fer, commence à se fissurer. Lui qui n'avait jamais touché aux excès de Keith Richards, sombre. Brutalement. Alcool. Héroïne. Amphétamine. C'est le choc pour son entourage. Personne ne l'avait vu venir. Charlie Watts, le gentleman en costume 3 pièces, devient un junkie secret. Il s'endort pendant les enregistrements. Il devient irritable. Il dira plus tard avec une honnêteté désarmante, « J'étais devenu une autre personne. J'étais odieux. J'ai failli tout perdre. » Et quand il dit tout, il ne parle pas du groupe. Il ne parle pas de la gloire ou de l'argent. Il parle de Shirley. Shirley, c'est l'autre moitié de Charlie. Ils se sont rencontrés en 1961, avant la gloire, avant l'hystérie. Ils se sont mariés en 1964, en secret pour ne pas effrayer les fans. Elle est restée à ses côtés pendant que le monde entier jetait des femmes nues dans les lits des rockstars. Charlie, lui, restait fidèle. En tournée, il refusait les groupies. Il préférait s'enfermer dans sa chambre d'hôtel et dessiner. Oui, dessiner. C'était son exutoire. Charlie avait un rituel étrange, presque monacal. Chaque soir, en arrivant dans une nouvelle chambre d'hôtel, que ce soit à Tokyo, New York ou Berlin, il sortait son carnet de croquis et il dessinait le lit. Chaque lit. Dans chaque ville. Une manière obsessionnelle de garder le contrôle. De documenter le vide. De gérer la solitude glaciale de la route et l'absence de sa femme. Mais dans les années 80, l'héroïne menace de briser ce sanctuaire. Shirley, qui a tout supporté, ne peut pas supporter ça. Elle lui pose un ultimatum. Et pour Charlie, c'est inconcevable. Shirley est son ancre. Sans elle, il dérive et se noie. Alors, il a fait ce que Charlie Watts fait toujours, il a pris une décision radicale, froide, définitive. Un jour, il s'est cassé la cheville en tombant dans un escalier de sa cave, ivre, alors qu'il cherchait une bouteille de vin. La douleur physique l'a réveillé. Il a dû arrêter l'alcool et les drogues le temps de guérir. Il s'est regardé dans le miroir. Il a vu ce qu'il était devenu. Et il s'est dit, c'est fini. Du jour au lendemain. Pas de cure de désintoxication de luxe à Malibu. Pas de thérapie de groupe médiatisée. Pas de pleurnicherie à la télévision. Juste sa volonté de faire. Il a arrêté. Tout. Pour Shirley. Pour sa fille Serafina. Il a regardé l'abîme droit dans les yeux, et il a fait un pas en arrière. C'est là, dans cette victoire silencieuse sur ses démons, que réside la vraie force de Charlie. Il nous rappelle que même les plus forts peuvent tomber, mais que l'amour est souvent la seule corde qui nous retient à la vie. Si vous connaissez quelqu'un qui se bat contre ses démons, ou si vous-même vous traversez une épreuve, sachez que la résilience est possible. Et si ce message d'espoir vous parle, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Elle pourrait aider quelqu'un. Cette discipline de fer, on la retrouve dans ses passions secrètes. Car Charlie était un esthète pur. Il vivait dans un monde de beauté qu'il s'était construit pour échapper à la laideur du show business. Il collectionnait les premières éditions de grands romans. Il possédait une édition originale de Gatsby le Magnifique signée par Francis Scott Fitzgerald, un trésor inestimable. Il collectionnait les souvenirs de la guerre de sécession américaine, fasciné par l'histoire. Et il collectionnait les voitures. Des voitures anciennes, magnifiques, rarissimes. Des Lagonda, des Citroën de collection.
Mais voici le détail qui tue, le détail qui rend Charlie Watts absolument unique, il n'a jamais passé son permis de conduire. Jamais. Il achetait des voitures sublimes, et il les garait dans son garage. Parfois, il allait s'asseoir dedans, il s'habillait en fonction de l'époque de la voiture, il démarrait le moteur pour écouter le ronronnement de la mécanique, il caressait le cuir des sièges, admirait les lignes de la carrosserie. Comme on admire une sculpture dans un musée. Il n'avait pas besoin de les conduire pour les aimer. Il aimait la beauté pour la beauté. C'est d'une poésie absolue, n'est-ce pas? Posséder la puissance, mais choisir la contemplation. Et puis, il y avait ses chevaux. Dans son domaine du Devon, Alston Manor, loin du bruit du rock, Charlie et Shirley élevaient des pur-sang arabes. C'était là son vrai monde. Pas les stades remplis de 80 000 personnes hurlantes. Mais le calme des écuries, l'odeur du foin, la noblesse des chevaux. C'est là qu'il voulait être. Toujours. Chaque départ en tournée était un déchirement. À chaque fin de tournée, depuis 1970, il disait à Mick et Keith. C'est la dernière? Je ne repars plus. Je suis trop vieux pour ça. Et pourtant, à chaque fois, il repartait. Pourquoi? Par loyauté. Une loyauté viscérale, presque militaire. Parce qu'il savait que Mick et Keith avaient besoin de lui. Parce qu'il savait qu'il était le gardien. Je ne suis pas un Rolling Stone pour la musique, disait-il parfois avec provocation, je suis un Rolling Stone parce que j'aime Mick et Keith. Il savait que s'il partait, le groupe s'effondrait, et que ses amis se perdraient. Il s'est sacrifié, année après année, décennie après décennie, pour maintenir l'équilibre. C'est cette loyauté qui nous ramène à ce jour de septembre 2021. À cet enterrement sans les Stones. Quand Charlie est mort, le monde du rock s'est arrêté. Les hommages ont afflué de partout. Paul McCartney, Elton John, Ringo Starr, tous pleuraient le gentleman du rock. Mais c'est la réaction de ses frères qui a été la plus poignante, dans sa retenue. Pas de grands discours larmoyants devant les caméras. Juste des images. Mick a posté une photo de Charlie, riant. Juste ça. Keith a posté une photo d'une batterie vide, avec un panneau closed, fermé. Tout était dit. La boutique est fermée. Le patron est parti. L'absence aux funérailles a été leur fardeau secret. Ils ont dû rester à Boston, répéter, préparer le show, gérer la machine. Ils ont dû monter sur scène à Saint-Louis, quelques jours plus tard, pour le premier concert de leur vie sans Charlie. Essayez d'imaginer l'émotion ce soir-là. La tension dans les loges. La peur. La scène est vide. Les lumières s'éteignent. Et sur les écrans géants, des images de Charlie défilent. Le stade hurle son amour, un mélange de cris de joie et de sanglots. Et Mick, Keith et Ronnie entrent en scène. Ils se tiennent la main, comme des orphelins. Ils tremblent visiblement. Mick prend le micro. Sa voix, d'habitude si puissante, si contrôlée, se brise. C'est notre première tournée sans lui? Charlie nous manque tellement. Sur scène, et en dehors. Et ils ont joué. Ils ont joué Tumbling Dice. Ils ont joué Satisfaction. Et derrière eux, à la batterie, il y avait Steve Jordan. Il jouait fort, il jouait bien, c'est un immense musicien. Mais ce n'était pas Charlie. Le swing n'était plus le même. Cette petite fraction de seconde de retard que Charlie mettait sur la caisse claire, ce groove indéfinissable qui faisait tanguer les hanches et donnait aux Stones leur allure de train qui va dérailler sans jamais dérailler, il était parti avec lui. Mais Charlie leur a laissé un dernier cadeau. Un cadeau d'outre-tombe. Avant de mourir, alors qu'il était déjà malade, il a insisté pour enregistrer. Il voulait laisser quelque chose. Sur le dernier album des Stones, Hackney Diamonds, sorti en 2023, écoutez bien les titres Mess It Up et Live by the Sword. Tendez l'oreille. Montez le son. C'est lui. C'est Charlie. Il est là. Ses dernières frappes. Son dernier souffle musical. Même depuis l'au-delà, il continue de porter le rythme. Il continue de soutenir Mick et Keith. Il continue de travailler. Alors, pourquoi n'était-il pas à l'enterrement? La réponse est là, sous nos yeux. Parce que Charlie Watts, l'homme qui détestait le désordre, l'homme qui a passé sa vie à servir la musique et le groupe, n'aurait jamais accepté qu'il sacrifie l'avenir des Rolling Stones, l'avenir de l'équipe, pour une cérémonie qu'il voulait intime. Il savait que le meilleur hommage qu'il pouvait lui rendre n'était pas de pleurer devant une tombe sous la pluie du Devon, mais de faire ce qu'ils font de mieux, jouer. Faire rugir les guitares. Faire chanter les foules. Garder la flamme allumée. Prouver que la mort n'arrête pas le rock'n'roll. Leur absence n'était pas un abandon. C'était un acte d'obéissance suprême à la volonté silencieuse de leur ami. C'était le respect de son éthique de travail. Ne t'arrête pas pour moi, Mick. Continue. Aujourd'hui, quand on regarde les Stones sur scène, on voit toujours ce vide derrière. On cherche instinctivement la silhouette voûtée, le visage impassible, le costume élégant qui contrastait tant avec les tenues de pirates des autres. Il n'est plus là.
Mais si vous fermez les yeux, si vous écoutez vraiment avec votre cœur, vous l'entendrez. Il est dans chaque mesure. Il est dans l'ADN de chaque chanson. Charlie Watts n'était pas seulement un batteur. Il était l'âme d'une époque. Il était la preuve qu'on peut être au centre de l'ouragan tout en restant calme. Qu'on peut être une rockstar tout en restant un homme bien, fidèle et digne. Son histoire nous pose une question, à nous aussi, dans nos vies souvent agitées. Quelle est notre ancre? Qui est la personne qui nous permet de ne pas dériver? Et sommes-nous capables de lui montrer notre loyauté, même quand les choix sont impossibles, même quand il faut sacrifier notre besoin de dire adieu pour respecter ses volontés? C'est une leçon d'humilité que nous a laissé le dandy de Wembley. Une leçon de classe ultime. Merci infiniment de nous avoir rejoints pour ce voyage dans la vie de cet homme complexe et fascinant. J'espère que cette histoire vous a permis de voir au-delà des gros titres scandaleux et de comprendre la véritable nature du lien indéfectible qui unissait ces légendes. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur l'amitié, la loyauté et le sacrifice, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous préparons d'autres portraits tout aussi profonds, tout aussi humains, et nous serions honorés de vous compter parmi notre communauté de passionnés. Et s'il vous plaît, avant de partir, laissez-nous un petit j'aime. C'est un geste simple, gratuit, cela ne prend qu'une seconde, mais pour nous, c'est le carburant qui nous permet de continuer ce travail de mémoire. Dites-nous aussi en commentaire, selon vous, Mick et Kees ont-ils eu raison d'écouter la raison plutôt que le cœur? Auriez-vous pris le risque de tout annuler pour être là? Votre avis nous intéresse vraiment, lisons-nous et débattons avec bienveillance. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et n'oubliez jamais de dire à ceux qui comptent pour vous à quel point ils sont votre rythme. À très bientôt pour une nouvelle histoire.